Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Montaigne et l'éducation de son temps. De nombreux commentateurs se sont plu à souligner les différences sérieuses qui existent entre l'éducation qu'a reçue le jeune Michel Eyquem de Montaigne dans son enfance, faite de bienveillante douceur domestique, y compris au collège, et sa description effrayante de la vie scolaire dans ces mêmes collèges. Il oppose la douceur libérale de l'instruction paternelle, sa délicate patience, à la brutalité tyrannique des régents de collège, pour qui la violence semble l'alpha et l'oméga de l'argumentaire pédagogique. Il est vrai que si on s'en tient aux pages les plus connues des essais où Montaigne insiste sur l'éducation de son temps, sur ses méthodes violentes qui ne s'appuient que sur la mémoire mécanique et l'obéissance aveugle, on risque de passer à côté de sa position véritable, plus nuancée qu'il n'y paraît de prime abord, mais aussi de la réalité de l'enseignement donné dans les collèges naissants, ces institutions de plein exercice, qui tendaient à transmettre directement les disciplines enseignées dans les facultés des arts, en sérieuse perte de vitesse. Peut-être Montaigne ne s'emporte-t-il contre les régents de collège avec tant de force, que pour mieux souligner à contrario, le principe final essentiel sur lequel s'appuie sa propre conception de l'éducation, avant tout libérale au sens où elle forme l'enfant à la liberté qui ne saurait commencer que par celle du jugement. Commençons par examiner le parcours du jeune Montaigne. L'enfance et l'éducation de Montaigne. Afin de donner l'exemple d'une éducation libérale la plus parfaite possible, on a souvent mis en avant le modèle de celle qu'avait reçue Montaigne. Sans doute est-elle exemplaire quant aux résultats qu'elle a produits, dans le cas précis de l'auteur des essais. Encore faut-il se montrer prudent sur sa généralisation possible. Montaigne lui-même émettra quelques réserves quant à cette éducation si particulière, sentant en vieillissant qu'elle aurait pu produire, appliquée à une nature différente de la sienne, des résultats tout à fait contraires à ceux qu'elle a donnés. Il sait par expérience que pour instituer un homme dans un enfant, c'est-à-dire proprement pour le faire tenir debout de l'intérieur, il faut certes un environnement favorable, une nature souple et docile, mais aussi pas mal de chance. Stefan Zweig a bien vu dans son dernier livre combien Montaigne, tout en reconnaissant l'excellente adéquation de l'éducation reçue à la nature de son caractère, perçoit les dangers de certains de ses traits appliqués à d'autres natures enfantines. Surtout, il sent bien que cette éducation, par des hasards mauvais ou des rencontres plus dangereuses, aurait pu donner des résultats très différents. Résumons-en l'essentiel. Contrairement à ce qui était alors l'usage dans l'aristocratie, le petit héritier du nom et de la fortune, le jeune et récent seigneur de Montaigne, est très vite arraché au sein maternel. Plutôt que d'engager une nourrice, on le confie à une famille d'humbles bûcherons du hameau voisin de Papsu. Dans l'esprit de Pierre Eyquem, il ne s'agit pas seulement de former l'enfant à la frugalité afin de le rendre plus fort. Il veut, et Montaigne s'en souviendra toujours de la manière la plus positive, le rapprocher d'emblée des hommes de toutes conditions. Il apprendra ainsi à éviter l'arrogance insupportable des grands, et à regarder plutôt vers celui qui tend les bras, que vers celui qui tourne le dos. Montaigne ne s'est jamais plaint de cette prime éducation plutôt rude, mais heureuse. Il rapporte même que son enfance l'a tellement habitué à une vie simple, qu'il préféra toujours le pain bis, le lard et l'ail aux sucreries et aux confitures. Il restera reconnaissant toute sa vie à son père de cette première expérience. Vers l'âge de 3 ans, l'enfant est repris au château. Le père semble suivre, comme le voit bien Zweig, les conseils de ses amis érudits. Une fois le corps affermi par une éducation frugale, l'esprit doit être assoupli par l'étude. Il n'est pas question de faire de l'enfant un gentilhomme oisif et inculte, pas plus qu'un simple marchand comme furent ses grands-parents. Il doit acquérir un savoir, une formation, une culture qui lui permettront d'aspirer aux plus hautes charges de l'État. Or, la clé de cet empire d'influence est la maîtrise de la langue latine, alors véritable passeport international tant juridique que scientifique. Montaigne est donc mis d'emblée au latin. La méthode est radicale mais efficace. Un savant allemand est choisi pour son ignorance du français. Il parlera à l'enfant, uniquement en latin. Il est accompagné de 2 assistants, à qui défense expresse est faite de parler une autre langue. Les serviteurs eux-mêmes doivent se faire inculquer quelques bribes de latin avant de s'adresser à l'enfant, de telle sorte que toute la maison, père, mère, valet, chambrière, se met progressivement, tant bien que mal, à la langue latine.
Le résultat est étonnant. À 6 ans, le futur grand prosateur français ne sait pas prononcer une seule phrase de sa langue maternelle, mais sans livre, sans grammaire ni contrainte d'aucune sorte, sans bâton et sans larmes, il a appris à parler le latin de la manière la plus pure et la plus parfaite. Certes, il perdra l'usage spontané, par désaccoutumance, de cette langue durant ses années de collège. Elle restera cependant assez présente en lui pour lui permettre la lecture tout au long de son existence, de ses auteurs favoris. Il regrette seulement de n'avoir pas l'intelligence du grec. La volonté d'éviter la contrainte dans l'éducation est mûrement délibérée. Elle va à l'encontre de la dure formation de l'époque, qui inculque au bâton et à la badine. Ici, l'enfant doit se développer et se former suivant ses penchants intérieurs. Il convient d'arriver au savoir par volonté non forcée, suivant son propre désir. L'âme s'élève en douceur sans rigueur ni contrainte. On connaît le récit que fait Montaigne de sa prime éducation, de la manière dont on le réveillait le matin au son mélodieux d'un violon ou d'une flûte afin de lui épargner le choc d'un réveil trop brutal. Ici encore, Zweig voit bien l'étonnante originalité de cette éducation toute faite de douceur lorsqu'il écrit « Aucun fils des rois Bourbons, aucun rejeton d'empereur Habsbourg n'a jamais été élevé avec autant d'égard que ce petit-fils d'un marchand de poissons gascon et d'un courtier juif. » Sur cette bienveillance totale, si souvent citée en exemple, sur cette obéissance aveugle au désir de l'enfant, Montaigne est plus réservé qu'on ne le dit parfois. Il sent bien que ce qui a fonctionné avec lui, en raison d'une nature indolente et facile, risque d'échouer avec des caractères plus indociles. Ne rien interdire à l'enfant, laisser libre exercice à tous les penchants n'est pas sans risque. Montaigne reconnaîtra tardivement ne devoir qu'à un hasard heureux la réussite de cette éducation indulgente. Au dernier de ses essais 3-13, il nous rappelle que sa vertu principale a été une innocence accidentelle et fortuite qui faisait de lui un être naïvement obéissant. Si je fusse né d'une complexion plus déréglée, je crains qu'il fût allé piteusement de mon fait, dit-il lucidement. Il sent bien qu'être trop gâté, ne pas rencontrer la moindre résistance de la part des adultes, ne jamais se voir soumis à une discipline extérieure qui n'est que le prélude à la discipline de soi par laquelle se définit l'institution, peut conduire au développement de tous les caprices et de tous les penchants négatifs innés, y compris les pires, ceux qui sont faits de cruauté tyrannique et d'égoïsme, penchants dont les enfants ne sont pas exempts comme le note Montaigne lui-même. Dans son propre cas, il reconnaît que son opiniâtre résistance à toute discipline imposée, ainsi que sa faiblesse de volonté sont en partie dues à cette mauvaise habitude qui consiste à éluder toute tension dès que celle-ci s'avère trop forte. La mollesse, la nonchalance, la difficulté à se régler, dont Montaigne se plaint si souvent à son propos, sont certes liées à sa nature nonchalante, mais sans doute aussi à cette éducation première qui n'a fait qu'en renforcer les penchants. Paradoxe de l'éducation paternelle. Après la liberté la plus grande, la contrainte la plus étroite de l'internat. À 7 ans, Montaigne est envoyé au collège de Bordeaux, collège de Guyenne, sans doute l'un des meilleurs de France, où il restera jusqu'à sa 13e année. Là, il rencontre la discipline, l'apprentissage régulier. Il n'est plus libre de suivre sa propre pente. Il n'y a qu'une dizaine de jours de vacances par an. Le savoir est présenté sous forme rigide, systématique. On fait appel sans cesse à la mémoire la plus mécanique. On alourdit l'esprit au lieu de l'alléger, par des références livresques étouffantes. Sans doute la discipline est-elle moins dure qu'il ne le dit. Il ne reçoit en réalité les verges qu'une seule fois, et bien doucement, confie-t-il. On est en droit de penser que le fils du futur maire de la ville est traité sans trop de férocité. Plus positivement, c'est au collège qu'il rencontre Horace, Quintilien, Cicéron, qu'il s'initie à la grammaire latine et à la rhétorique classique. Mais ce fond d'enseignement est loin de satisfaire le jeune Montaigne. Ne sait-il pas déjà ce que ses camarades tentent péniblement d'apprendre ? Paradoxalement, son latin s'abastardit incontinent. Les rhéteurs lui paraissent superficiels et pleins d'artifices, à l'image de Cicéron dont il ne fera jamais grand cas. Heureusement, il découvre les poètes latins Ovide, Virgile, Terence, Plaute. Il pratique le théâtre qui est pour lui une véritable révélation. Son père a placé auprès de lui un répétiteur qui aime lire et lui transmet le goût des livres. Cette passion ne le quittera plus. Montaigne a une quinzaine d'années lorsqu'il quitte le collège, guère satisfait de maîtres qui ont chargé sa mémoire mais qui ne lui ont pas appris à vivre,
Il reconnaît cependant à leur décharge qu'il avait à l'époque l'esprit lent et lourd. L'abstraction lui pesait. Si son imagination rêveuse était au-dessus de son âge, comme il le rappelle souvent, il restait intellectuellement pesant, molle et endormi, au point que le jeu même lui semblait une obligation importune. Combien de temps reste-t-il à jouir d'une relative période de tranquillité dans la maison paternelle, avant d'aller étudier le droit? Il est difficile de le savoir avec certitude. Quelle part exacte les facultés de droit de Toulouse, de Bordeaux ou de Paris ont-elles prise dans sa formation juridique? On en est réduit à des conjectures. Il a sans aucun doute passé pas mal de temps à Paris, comme en témoigne son amour pour la capitale et son admiration pour les maîtres qui y enseignaient à l'époque, tel Adrien Turneb, Adrianus Turnebus, ce fin lettré qui n'avait de pédant que le port de sa robe. Il est probable que Montaigne a séjourné quelque temps dans la capitale, fréquentant la haute aristocratie ainsi que la cour. Peut-être est-ce là qu'il découvre directement que la pratique du monde ne s'apprend pas seulement dans les livres mais aussi en se frottant aux divers milieux qui en composent la bigarrure. L'intelligence pratique, la clairvoyance, l'esprit de finesse politique s'acquièrent par l'expérience des hommes et des situations humaines. Cette vie indissolublement studieuse et mondaine se poursuit, jusqu'au moment où son côté dispendieux le fait rappeler par sa famille. Il a 24 ans et son père, une fois élu maire de Bordeaux, ne pouvant cumuler plusieurs charges, il se retrouve à la cour des aides de Périgueux. Son rôle consiste à faire appliquer les ordonnances royales, autrement dit à accorder au mieux les lois générales du royaume aux coutumes locales. Si la connaissance du droit romain peut être utile pour remplir cette tâche d'accommodement et de conciliation, l'expérience diplomatique et politique directe est essentielle. On comprend alors que pour Montaigne, la fréquentation des écoles se termine vers 20 ans. S'il estime qu'à cet âge, l'éducation d'un homme n'est pas pour autant terminée, il est le premier à admettre qu'elle se poursuit avec l'instruction tout au long de l'existence. Elle ne saurait perdurer dans le cadre de l'école ou de l'université au-delà d'une vingtaine d'années. L'école, le collège, l'université sont des temps et des lieux, comme des étapes dont il faut savoir sortir. On peut continuer à tout temps l'estude, non pas l'escolage, la sotte chose qu'un vieillard abécédaire. À 20 ans, notre nature essentielle est développée. Notre âme est dénouée de ce qu'elle doit être. À nous d'assurer par nous-mêmes notre propre formation. Les promesses de ce que nous serons sont désormais en place. Pour se réaliser, il leur faut le travail personnel et l'expérience. De plus, il ne faut pas oublier que pour Montaigne, comme pour les médecins de son temps, à partir de cet âge, l'esprit et le corps diminuent plus qu'ils n'augmentent. On recule plus qu'on avance, rappelle-t-il souvent. Aussi devons-nous plus que jamais poursuivre l'étude certes, mais de manière autonome, par la fréquentation des hommes et des textes, non dans le cadre scolaire qui fabrique au-delà de cette limite plus des ânes chargés de livres, que de vrais savants. C'est là précisément le reproche principal que Montaigne adresse tout au long des essais à l'éducation donnée dans les collèges et dans les universités. Faire des doctes pontifiants, d'orgueilleux imbéciles, c'est-à-dire des hommes pérorants sur tout sujet mais incapables de comprendre le monde et la vie qu'ils doivent mener. La première question qu'il faut se poser est de savoir comment Montaigne a pu en venir à cette détestation de l'institution, tant des établissements d'enseignement que des maîtres qui y enseignent. Entendu comme de plein exercice, c'est-à-dire comme endroit où les enfants ne se contentent pas de vivre à proximité des universités mais reçoivent un enseignement gradué et maîtrisé, et ne passent d'une classe à l'autre que lorsqu'une étape est franchie, les collèges sont de création récente, il est vrai. Après les frères de la vie commune aux Pays-Bas ou les écoles du protestant Jean Sturm, les jésuites adaptent, dans une perspective catholique, la culture humaniste de l'époque et son goût pour les textes anciens à l'esprit critique du libre examen protestant. Contrairement aux caricatures qui en sont parfois faites, la pédagogie est active, attentive aux âges et aux besoins des élèves. Elle fait appel à la réflexion, à la discussion, aux sciences et à l'esprit de compétition. Les châtiments corporels sont de plus en plus rares, les mauvais élèves trouvant le plus souvent leur punition dans les honneurs réservés aux bons. Surtout on pratique le théâtre, qui permet d'acquérir une meilleure maîtrise du corps, des gestes dans l'espace et du langage. Si la Ratio Studiorum, véritable charte normale des collèges jésuites, n'est publiée qu'en 1599, sa conception commence avec le fondateur de l'ordre et elle s'appuie sur l'expérience du collège de Messine, 1548, et du collège romain, 1551.
Sa première rédaction a été soumise à la critique des provinces en 1586. Autrement dit, elle s'inspire d'un demi-siècle d'expérience sur le terrain et d'analyse réfléchie. Durkheim lui-même le reconnaît. L'enseignement et le traitement des élèves étaient indéniablement améliorés par la création des collèges et surtout des internats qui évitaient aux jeunes gens, on entrait au collège vers 12 ou 13 ans, de se retrouver mêlés à des rixes de truands ou même des crimes où l'ivrognerie et la débauche avaient leur part. Aux yeux des contemporains de Montaigne, les divers collèges apparaissaient comme des institutions de sauvegarde nouvelles, efficaces et utiles. Par leur renfermement, elles protègent. Certes, s'inspirant de la vie cloîtrée, elles peuvent paraître bien sévères. L'isolement y est parfois vécu douloureusement. Mais après tout, si elles permettent à la fois d'instruire efficacement la jeunesse et de la préserver des dangers de la rue, leur utilité est reconnue. Que reproche donc Montaigne à cette éducation qui fut aussi la sienne ? La critique de l'éducation. La critique que fait Montaigne de l'éducation traditionnelle est très sévère, et chacun s'accorde à reconnaître sa virulence. Sa pertinence ne fait aucun doute en ce qui concerne de nombreux collèges et de nombreux maîtres. Tous les collèges en effet ne ressemblent pas à celui de la Flèche que fréquentera Descartes quelques années plus tard. Cette critique ne rejoint-elle pas celle qu'Érasme adressait aux écoles du temps, vraie geôle de jeunesse captive, ou celle de Rabelais contre les pédants et les cuistres qui semblaient composer l'essentiel du corps professoral ? Encore ne faut-il pas confondre l'éducation telle qu'elle se pratiquait réellement, bien plus nuancée que ne le racontent les essais, et l'éducation telle que Montaigne la juge. Tous les collèges n'étaient pas des repères de torture et de crasse, tous les maîtres n'étaient pas de doctes sophistes pontifiants, comme Tubal Holoferne ou ce vieux Tousseux de Jobelin-Bridé. Montaigne quant à lui a reçu, on l'a dit au Collège des Arts de Bordeaux, une éducation solide de la part de maîtres auxquels il ne manque pas de rendre hommage. Ce collège de Guyenne, créé l'année de la naissance de Montaigne, dispensait le plus brillant enseignement des lettres qui fut en son temps. Quant aux études de droit, entreprises vers 17 ans, qui feront suite à celles des lettres, si le mythe des études toulousaines est désormais sérieusement remis en question, elles restent, elles aussi, d'une qualité exceptionnelle et se déroulent probablement à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève. Les critiques de Montaigne ne sont pas portées par lui en fonction d'un quelconque souci de justesse historique, mais seulement afin de mieux souligner, par contraste, l'idéal humain qui sous-tend sa propre analyse. Sous l'indéniable exagération critique transparaît le modèle souhaité des institutions des enfants, qui est un idéal philosophique concernant l'homme fait, plus qu'un modèle strict de pédagogie appliquée ou de pratique scolaire comme l'est la Ratio Studiorum 1599 des Jésuites. L'attaque porte d'abord contre les pédants, faux maîtres, caricatures de vrais savants, dont le propos est d'étaler une pseudo-science inutile qui enfume l'esprit de l'élève au lieu de l'éclairer comme elle le devrait. Je me suis souvent dépité en mon enfance, de voir les comédies italiennes toujours un pedante pour badin et le surnom de magistère n'avoir guère plus honorable signification parmi nous. Et de citer Nostre Bon du Bellay, qui essaie par surtout un SCC d'y avoir pédantesque, ou Plutarque qui rappelait que chez les Romains le mot écholier était un mot de reproche et de mépris. Ce qui étonne Montaigne, c'est essentiellement qu'un savoir puisé à d'excellentes sources, comme celles des auteurs classiques, latins ou grecs, qu'il révère et auxquels il s'est lui-même abondamment nourri, puisse étouffer à ce point l'intelligence de certains de ceux qui s'en emparent, embrouiller leur jugement et finir par les rendre plus sots qu'un simple ignorant. Pour lui, il devrait en être autrement, l'esprit devrait s'enrichir et s'élargir d'autant plus qu'il se remplit de connaissances nouvelles. Il en veut pour preuve qu'aux exemples des vieux temps il se voit tout au rebours, des suffisants hommes au manimens des choses publiques, des grands capitaines et grands conseillers aux affaires d'Istat à voir rester ensemble très savants. En droit, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'accès au savoir et le développement de l'intelligence. Bien au contraire. Comment se fait-il alors qu'on en soit venu à cette contradiction ? Quels facteurs ont réussi à transformer les savoirs, outils d'une formation de soi par soi au travers de la pensée d'autrui, en instruments d'abrutissement ? Montaigne indique plusieurs pistes. D'abord une méprise sur la nature de la véritable connaissance, à la fois comme processus d'apprentissage et comme contenu. Dans l'un comme dans l'autre cas, la connaissance ne saurait être simplement cumulative. Certes,
Tout apprentissage livresque consiste à se tourner vers le passé et à tenter de faire sien un héritage légué par les générations antérieures. Mais si, comme processus, l'instruction consiste peu ou prou en un retour en arrière, la pensée en tant que contenu comme une simple accumulation, un entassement de connaissances en vue de constituer une sorte de capital à thésauriser est une grave erreur. C'est pourtant bien dans cette direction que s'est engagé, selon Montaigne, l'enseignement de son temps. Le premier humanisme semble surtout cumulatif. Il s'agit d'entasser le maximum de références aux auteurs récemment redécouverts de l'Antiquité et de les conserver à l'horizon de la recherche comme des piliers incontournables de la sagesse et des modèles indépassables d'écriture et de pensée. Or, la véritable éducation ne consiste pas à se tourner vers le passé pour entasser des connaissances dans une sorte d'idéal quantitatif de thésaurisation, un peu comme on garnit une bibliothèque de beaux livres qu'on ne lit pas. Le meuble est lourd, plein, riche en apparence. Le propriétaire est-il plus intelligent pour autant ? Certains écholiers, à l'image de beaucoup de leurs maîtres, deviennent plus doctes, plus instruits, plus échavants, mais ils n'en sont pas plus habiles, ni meilleurs, ni plus avisés. Leur cerveau est comme la bibliothèque aux rayons parfaitement rangés, mais il vaudrait mieux se demander comment devenir mieux échavant, et non plus échavant. Autrement dit, l'accumulation du savoir n'a pas pour mission de remplir la mémoire en laissant l'entendement et la conscience vides, mais bien de former au mieux la raison humaine dans ses deux dimensions essentielles. La dimension intellectuelle cognitive pure sous forme d'entendement et la dimension pratique entendue comme conscience morale. Il ne faudrait pas cependant se méprendre et accuser le poids du savoir. La quantité des connaissances acquises n'est pour rien dans l'abrutissement de l'enfant, ou dans sa tentation au pédantisme. Certes, rappelle Montaigne, les plantes s'étouffent de trop d'eau et les lampes d'un trop plein d'huile, mais dans le cas du pédantisme, il faudrait plutôt accuser un apprentissage déficient et un usage inadéquat qu'une simple accumulation. Pour Montaigne, un savoir mécaniquement mémorisé ou seulement mémorisé reste superficiel s'il n'est pas introduit dans l'action ou réinvesti dans l'existence réelle. Le manque d'expérience et l'absence de mise en perspective sont les deux grandes causes du fait que l'on peut savoir beaucoup de choses et rester un fat ou un sot. Tout réinvestissement cependant n'est peut-être pas bon à suivre. S'instruire dans le but de faire parade de sa science, de briller dans les entretiens mondains, de jouer au perroquet, c'est un usage pédant, c'est-à-dire un emploi dévoyé de la science, y compris de la science acquise par les livres. Le mal premier dans le domaine de l'éducation ne vient pas des livres dont Montaigne sait lui-même faire grand usage, ni des maîtres dont il a su retenir les leçons bien mieux qu'il ne veut l'avouer, mais de la mauvaise façon de se prendre aux sciences. Gabriel Compéré a bien vu que ce qui est le plus grave dans le pédantisme que dénonce Montaigne, c'est bien l'arrogance et le mépris des opinions d'autrui qu'il recèle. L'inutilité prétentieuse et superficielle ne serait rien s'il ne s'y mêlait, un aveuglement contraire à l'inquiétude, qui reste la marque de la véritable recherche de connaissances ainsi que de l'efficacité des apprentissages aboutis. De plus, au-delà de l'inutilité prétentieuse et de la fausseté de l'attitude pédante, Montaigne en veut au pédantisme des écoles parce qu'il compromet par ricochet toute réflexion, défigurant toute curiosité et finissant par dégoûter les élèves de la recherche intellectuelle. Les arguties inutiles et vaines n'ont rien à voir avec la réflexion authentique. La philosophie est surtout utile, selon Montaigne, dans sa partie morale. Plutôt que de réciter Aristote par cœur ou d'engranger les maximes des anciens comme des oracles, il vaut mieux faire nôtre leur pensée en la triturant, quitte à en trahir la forme exacte. Un entendement sûr et délié ne se construit pas sans s'ébranler ni sans transformer en miel pour son propre usage les sucs des fleurs qu'elle butine. Quant aux actions droites, elles découlent des exercices qui ont conduit à agir conformément à ces sages maximes anciennes plus que de leur simple mémorisation, comme on le verra à propos de la formation morale. Les opinions acquises, il ne suffit donc pas de les réciter, il faut les faire nostres. Que nous sert-il d'avoir la panse pleine de viande si elle ne se digère ? Si elle ne se transforme en nous ? Si elle ne nous augmente et fortifie ? Le premier reproche que fait Montaigne à l'éducation de son temps est donc de faire des âmes plutôt bouffies que pleines, plutôt enflées que grosses, et chez qui le jargon de Galimatias tient lieu de pensée. Prenant l'exemple de l'enseignement de l'histoire, Montaigne rappelle encore qu'il ne suffit pas de connaître les faits passés et de les réciter comme un perroquet,
même si ce savoir est indispensable, il ne faut jamais perdre de vue le but final de l'enseignement du passé, connaître les faits pour mieux les apprécier, découvrir les histoires, afin d'en juger. La fin des études historiques n'est pas l'érudition, c'est le profit intellectuel et moral qu'on peut en retirer pour comprendre le présent et y vivre. Pour ce faire, il ne suffit pas ainsi qu'on vient de le voir, d'attacher le SCCDIavoir à la me, il l'y faut incorporer, il ne l'en faut pas arrouser, il l'en faut teindre, et s'il ne la change et méliore son istat imperfect, certainement il vaut beaucoup mieux le laisser là. Les métaphores de la teinture, de la digestion, de l'impression, de l'agriculture qui reviennent sans cesse sous la plume de Montaigne nous aident à comprendre ce qu'il faut entendre par la formule rebattue, pensée par soi-même, trop souvent interprétée comme une sorte d'éloge du solipsisme. Il ne s'agit pas de penser seul, sans référence aux autres, aux livres ou au savoir antérieur, en faisant comme si la pensée naissait spontanément et sans relation à d'autres pensées, mais de travailler intérieurement un savoir en le liant à tout le reste de notre expérience tant affective qu'intellectuelle ou pratique, et de le retravailler afin de s'en imprégner au point de le rendre consubstantiel à notre nature. La pensée d'un autre doit en passer par moi pour être comprise au sens fort, c'est-à-dire prise dans le filet de mon être avec les outils dont je dispose afin de venir en enrichir les possibilités. Pédantisme et violence. Le second reproche touche à la méthode même pratiquée par les maîtres du temps. Les procédés mécaniques et violents qu'ils se plaisent à utiliser vont à l'encontre d'un apprentissage intelligent des sciences. L'argument d'autorité, qui se réduit alors à celui du bâton, peut assurément faire pénétrer la connaissance dans le crâne de l'élève. Il ne saurait faire que cette connaissance soit bien comprise, c'est-à-dire rattachée à la fois aux autres connaissances qui se trouvent déjà là et adaptée à un usage possible dans l'existence. On ne s'instruit pas pour l'école mais pour la vie, rappelle Sénèque, c'est-à-dire pour le libre exercice de sa faculté de jugement. Or, la violence des maîtres et le rabâchage de méthodes en cours dans la plupart des écoles ne favorisent ni l'imprégnation ni cette liberté. Ils en interdisent au contraire les manifestations les plus élémentaires. La violence indispose Montaigne bien plus encore que la cuistrerie. L'autorité qui s'exerce dans les collèges médiocres du temps le fait surtout par la force et la violence. C'est une vraie geôle de jeunesse captive. On ne cesse de criailler à nos oreilles. On emprisonne les enfants, que l'on abandonne à l'humeur mélancolique d'un furieux maître d'échelle. On tient le garçon à la guéhenne et au travail, 14 ou 15 heures par jour comme un portefaix. Au lieu de convier les enfants aux lettres, on ne leur présente à la vérité que horreur et cruauté. Le collège n'a pas bonne presse. Vous n'oyez que cris d'enfants suppliciés et de maîtres enivrés en leur cholère, aux troignes effroyables, les mains armées de fouets. Et le sol est jonché de tronçons d'osier sanglants. Le tableau est sans doute excessif. On sait que Montaigne a ajouté ces paragraphes concernant les précepteurs et les collèges en durcissant le trait, peut-être à la suite de la lecture de la description que fait Erasme de sa propre expérience de l'école et du collège. Une expérience beaucoup plus dure que celle que fit l'auteur des Essais au collège de Guyenne, qui venait d'être réorganisé sous la direction de son principal, André de Gouvéa, un éminent humaniste. Les premières éditions des Essais étaient moins sévères envers la discipline. Ce sur quoi Montaigne veut insister en décrivant non sans quelque excès les salles de classe jonchées de tronçons d'osier sanglants, c'est l'incompatibilité entre une éducation par la violence et l'imprégnation subtile qui est digne d'une institution humaniste libérale. Sous le pédantisme des doctes, Montaigne vise en fait une fausse conception de la science qui conduit par voie de contamination à une conception tout aussi fausse de l'autorité éducative. En dépit des apparences, Montaigne ne critique pas plus la science qu'il ne récuse la raison. Ce n'est pas la science, entendue comme connaissance savante, qui est coupable, mais la déformation scolastique et l'usage formel qu'en proposent certains maîtres. Si tant de collèges fabriquent des cuistres au lieu de faire des savants, ce n'est pas la raison qui est coupable, mais son usage hors de ses limites légitimes, tant que la science reste un verbiage pontifiant qui s'en tient aux arguments d'autorité, elle ne saurait aider à la formation intellectuelle des enfants en favorisant l'émergence du libre jugement. Tout au contraire, elle dessert la raison au lieu d'en éveiller l'usage. Elle assujettit la pensée au point d'en interdire l'exercice futur. J'aimais et honore le SCCDIavoir autant que ceux qui l'ont, et en son vrai usage, c'est le plus noble et puissant acquet des hommes. Mais en cela, et il en est un nombre infini en ce genre,
qui en établissent leur fondamentale suffisance et valeur, qui se rapportent de leur entendement à leur mémoire, et ne peuvent rien que par livre, je le hais si j'ose dire un peu plus que la bêtise. L'autorité n'est pas celle de la vérité devant laquelle le maître et son élève sont à égalité, mais celle d'un tyran qui se prend pour la vérité incarnée. La conséquence pédagogique de cette conception verbale et dogmatique de la science est que son enseignement étouffe un désir qui est la racine naturelle de l'éducabilité des enfants, la curiosité. Il existe en effet en l'homme une tendance à connaître, un désir de comprendre et de juger avec justesse. Ce désir est à la source de l'éducation et de l'instruction des enfants, comme de celle des jeunes gens ou des hommes faits. La phrase qui introduit le chapitre des essais qui porte le titre de l'expérience 3.13 mérite qu'on s'y attarde. Il n'est désir plus naturel que le désir de connaissance. Nous essayons tous les moyens qui nous y peuvent mener. Quand la raison nous faut, nous y employons l'expérience, qui est un moyen plus foible et moins digne. Mais la vérité est chose si grande que nous ne devons dédaigner aucune entremise qui nous y conduise. Entre les écoles de parlerie et celles de Goethe, il n'y a pas grande différence quant au résultat. Leur crime est le même. Il consiste à étouffer la curiosité de l'enfant, au lieu de l'éveiller et de l'entretenir. Cette observation dépasse largement le cadre de telle ou telle classe sociale, de telle ou telle formation au métier. Elle vaut pour tous, quel que soit l'âge. La raison essentielle que nous donne Montaigne pour condamner l'éducation intellectuelle de son époque, c'est qu'elle est antinaturelle puisqu'elle consiste à tuer dans l'enfant cette curiosité native qui est comme la racine de toute connaissance. Il en est des sciences comme de tout le reste de ce qui peut s'enseigner. Quand bien même elle serait incertaine, contradictoire, quand bien même elle nous mènerait vers des interrogations peu utiles, voire stériles en apparence, elle mérite mieux qu'un enseignement dogmatique et inintelligent. Si on veut que la science s'accompagne de jugements libres et qu'on sache en faire usage convenablement, il faut que son enseignement soit réfléchi et invite l'élève à la réflexion. Ce n'est donc pas la science qui est responsable de la sujétion imbécile où sont tenus les élèves, pas plus que la raison, dont on doit apprendre l'usage et l'étendue, mais la pédanterie des maîtres. À juste titre, Hubert Vincent rappelle que le procès que Montaigne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.